J'aimerais juste que vous écoutiez le niveau de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce qu'on parle de choses extrêmement graves, on parle de la dette, on parle d'éventuellement des crises financières. Et pendant ce temps, on a l'impression que la croisière s'amuse à l'Assemblée nationale, les noms d'oiseaux volent. Est-ce que tout ça est au niveau? Je ne pense pas. Écoutez, Naïma Mouchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Horizon, elle a tenté en vain de calmer les esprits cet après-midi. Non mais attendez, calmez-vous s'il vous plaît. Bon, écoutez, vous faites un rappel au règlement parce que moi, les interpellations à distance, c'est pas possible. Monsieur Bouix, commence à bien faire, hein. Merci Madame la Présidente. L'hémicycle est en train d'incarner le désordre, le brouhaha. Franchement, c'est pas au niveau. Essayons d'incarner le débat républicain sur ce sujet, quand même. Donnons-nous les moyens. Voilà pour les efforts de Naïma Mouchou que l'on salue. On a sur place Maï-Hélène Trémollet et Florent Thérault à l'Assemblée nationale. Bonsoir à tous les deux. Ambiance survoltée avec des noms d'oiseaux dans tous les sens. C'est bien cela, Maï-Hélène? Oui, ici, les débats se poursuivent dans un climat très tendu, un climat éruptif. Depuis ce matin, dans l'hémicycle, on a pu voir des dizaines d'invectives personnelles, d'attaques, de rappels à l'ordre et d'interruptions de séance. Au moins 5 depuis ce matin pour essayer d'apaiser le chaos. Une tension qui rappelle un peu l'ambiance des débats lors de la réforme des retraites de 2022. Mais cette fois, c'est la gauche qui crie à l'obstruction et qui demande à la majorité de supprimer ces centaines d'amendements pour permettre d'aller au vote. De l'autre côté, les camps de la majorité dénoncent surtout la convergence des positions entre la gauche et le Rassemblement national. Reste que les députés du socle commun ont atteint leur but, gagner du temps, puisque dans ce chaos, les centaines d'amendements déposés ne pourront pas être examinés avant minuit, sauf surprise. Les élus sont toujours en ce moment même à l'examen de l'article 1er. Autrement dit, une fois de plus, l'abrogation de la réforme des retraites ne devrait pas avoir lieu ce soir. Merci Maï-Hélène Trémollet et Florent Ferraud. Catherine Ney, quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, oui. Est-ce que le spectacle est habituel ou pas? Est-ce que c'est au niveau de la situation? Parce qu'on est dans une situation quand même grave aujourd'hui. Non, mais quelquefois, vous savez, les actualités vous ramènent à il y a 10 ou 15 ans et vous voyez ce qu'étaient les débats à l'époque. Et là, on est étonné que ça ait pu exister, que des gens aussi civilisés s'invectivent, certes, mais avec de la retenue, quelquefois en étant très mordant. Et là, on est étonné que ça ait pu exister. Et là, maintenant, c'est assez tragique parce qu'on ne sait pas où ça mène. C'est vrai qu'on est dans une situation inédite, dont on ne voit pas comment en sortir. Et ce qui se joue en ce moment, qui est le budget, et qui est très important, on voit bien que peut-être que le Premier ministre sera renversé, c'est possible, mais si un autre... ça ne changera rien. Et on ne voit pas ce qu'obtiendrait Mme Le Pen. Et je crois que Mme Le Pen, là, elle est prise un petit peu à un jeu qu'elle a créé. Enfin, je pense que le fait que la justice soit aussi dure avec elle fait que ses militants sont radicalisés. Et ils veulent une vengeance qu'ils n'ont pas eue parce que, on peut dire qu'au moment de la dissolution, elle a été maltraitée. Elle aurait dû avoir une victoire plus grande. Il y a eu un front républicain, enfin un front, oui, qui était quelquefois contre nature. C'est quand même... difficile d'entendre des gens de la majorité macroniste appeler à voter LFI. Peut-être ont-ils gagné quelques sièges, ça c'est possible. Mais vous voyez, c'est des choses qui mettent mal à l'aise. Mais on ne voit pas ce qu'elle peut en gagner. Parce que je crois que les électeurs de Marine Le Pen, il faut leur dire, si jamais la censure est... Même M. Barnier s'en ira peut-être, mais il n'y aura pas d'élection présidentielle dans 2 mois. Ça n'existera pas. Donc rien ne changera pour eux. Rien ne changera pour eux, mais au contraire, c'est vrai qu'en ce moment, les difficultés sont difficiles pour les gens, mais je crois que si on n'a pas de budget, si on traîne encore, vous voyez, en ce moment, la consommation décline, tout va mal, tous les clignotants commencent, je ne sais pas s'ils sont rouges, mais ils sont clignotants, orange, en tout cas, et ça ira encore plus mal, vous voyez. Et donc, je crois qu'elle n'a pas intérêt, elle-même, évidemment, et même Emmanuel Macron, qui est déjà en train de dire, peut-être que pour des voix, il a déjà un plan B et tout ça. Mais je pense que comme c'est lui qui a créé le chaos, s'il était si content de continuer le chaos avec un autre, qui en aurait un autre, je pense que lui aussi, ça aboutirait peut-être à son départ. Donc là, en ce moment, on a l'impression que, si j'étais vulgaire, que tout le monde joue au con et qu'on ne sait pas qui
Qui va mettre... L'heure est grave, hein, pour que quelqu'un me dise ça. Non, mais l'heure est très grave. L'invective envahit tout, y compris... Non, mais je crois que Catherine a raison. Et je pense qu'il y a un malentendu fondamental, c'est-à-dire d'avoir voulu demander du compromis à une assemblée qui a été élue sur un geste sectaire, qui est celui du Front républicain. Le Front républicain, c'est de rejeter a priori un parti, de toute façon, peu importe les efforts qu'il fait, peu importe, de lui dire il est en dehors de la vie démocratique, en dehors de la République. Et après, on demande à ce même parti de faire des compromis, de faire des efforts. Et on va faire embrassez-vous Folleville. On va faire comme si on pouvait créer des compromis. Non, c'est complètement contradictoire. Et deuxième chose, je pense que effectivement, il y a une violence à l'Assemblée nationale, mais elle n'est que le reflet de la violence dans la société. Si l'Assemblée est aussi polarisée, c'est que la société française est polarisée. C'est qu'il y a 3 forces politiques. C'est pas une invention des députés. C'est à l'image d'une société où il y a des intérêts catégoriels qui sont aujourd'hui très divisés et où il n'y a aucun compromis qui est possible entre les électeurs de la France insoumise d'un côté, ceux du Rassemblement national et de l'autre, et le bloc central au milieu. Et on aboutit à une situation de blocage. Alors, Michel Barnier a pourtant fait un geste aujourd'hui en direction du Rassemblement national, qui lui avait demandé un geste sur la facture d'électricité. Il a annoncé qu'il n'augmenterait pas les taxes sur l'électricité au niveau qui était prévu. On va écouter ce qu'il a dit et je vous passe la parole ensuite. J'ai donc écouté tout le monde. Et en tenant compte aussi de leurs opinions, de leurs priorités, des vôtres d'abord, en tenant compte aussi du vote qui est intervenu hier au Sénat, j'ai décidé de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité. Dans le projet de loi de finances 2025, il n'y aura donc pas d'augmentation de ces taxes sur l'électricité, ce qui permettra concrètement une baisse des prix de l'électricité le 1er février de 14%, au lieu des 9% qui étaient prévus initialement. Eh bien, ça ne suffit pas. Michel Barnier vient de dire qu'il renonce à un certain nombre de hausses de taxes. Eh bien, ça ne suffit pas, Marc Toiti. Le RN dit que ça ne suffira pas. Non, mais ce qui va dans le sens justement du non-augmentation des taxes, ça va dans le bon sens, que de toute façon, on a ce numéro 1 des taxes et des impôts en France. Donc, il ne faut surtout pas les augmenter. C'est une erreur d'augmenter les impôts et les taxes. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les Français, bien entendu. Par contre, d'un point de vue économique, il faut être très honnête. Le déficit public va encore augmenter l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il va, dans le meilleur des cas, être au même niveau que cette année, c'est-à-dire autour des 6 à 6,5% du PIB. Et donc, évidemment, je rappelle que la France, il ne faut pas l'oublier, c'est le seul pays de la zone euro qui a augmenté ses déficits publics ces 2 dernières années. Donc, même vis-à-vis de nos partenaires européens, on peut leur dire, écoutez, nous, on fait ce qu'on veut, vous réduisez les déficits. Donc, ça ne fonctionne pas. Et surtout, parce que là, on n'en parle pas suffisamment à mon sens. Aujourd'hui, la charge d'intérêt de la dette que nous payons chaque année est en train d'exploser. Et rendez-vous compte aujourd'hui, pour que l'État s'endette sur les marchés, donc il fait appel aux marchés financiers, aux investisseurs, il doit payer plus que l'État portugais, l'État espagnol et l'État grec. Vous vous souvenez, la Grèce, on se moquait de la Grèce, etc. Mais tous ces pays-là, ils ont fait des efforts. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs estiment que la France est moins crédible que la quasi-totalité des pays de la zone euro pour réduire sa dette. Et pendant ce temps-là, on fait du trafic, entre guillemets, d'influence où on essaye de colmater les brèches pour essayer d'éviter la motion de censure. Mais qu'il y ait ou pas motion de censure, malheureusement, il faut dire la vérité aux Français. Les taux d'intérêt vont encore augmenter et c'est pas que pour l'État, le coût. C'est également pour tous les Français, parce que ça va casser l'investissement, la consommation, notamment. Et bien sûr, les plus fragiles, bien entendu. Et les Français comprennent d'autant moins pardon pour être à mon tour un peu trivial, qu'on leur fasse les poches ou qu'on tape dans leur pouvoir d'achat, qu'ils voient que les réformes structurelles que l'État repousse d'année en année, pour ne pas dire de décennie en décennie, ne sont jamais faites. Les économies qui devraient être faites par l'État ne sont jamais faites. Les véritables actes de décentralisation ne sont pas faits. Rendez-vous compte que pour la même compétence, par exemple, je pourrais en citer des dizaines, sur la vie associative, vous avez un service qui s'occupe de la vie associative à la préfecture, vous en avez un à la mairie, vous en avez un à la communauté d'agglomération, vous en avez un au département et vous en avez un dans les conseils régionaux. Ça veut dire que vous avez à minima 5 niveaux d'intervention possibles qui interviennent sur la même compétence. Donc on pourrait à minima mutualiser, désigner un chef de file unique, on dirait c'est les mairies ou c'est les régions ou c'est les départements qui s'occupent de la vie associative et les autres vous vous occupez de logement, d'urbanisme, d'environnement, que sais-je. Et donc comme l'État rechigne à faire ces économies-là
qui serait pour le coup conséquente, les Français ne comprennent pas. Comme là, ils leur disent, ce sera votre électricité, votre taxe essence, votre je ne sais quel impôt. Catherine, un dernier mot avant la pause. Ça signe aussi l'instabilité française, parce que vous voyez bien que si François Mitterrand avait été élu sur un quinquennat, il serait parti en 86. Bon, il a pu se rétablir grâce à la cohabitation. Mais on voit que, regardez, Nicolas Sarkozy a été battu et Hollande s'est fait élire en promettant de défaire tout ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. François Hollande n'a pas pu se représenter. Et là, il y a eu un miracle, on peut dire, pour Emmanuel Macron, qui a pu être élu sans faire campagne, qui n'a pas demandé aux Français de lui donner une majorité comme faisaient tous les présidents de la République et qui a été exaucé. Et qui, depuis, ne sait pas quoi faire pour retrouver une majorité et dissout le soir d'une élection perdue. Donc là, les Français, je crois, sont déboussolés par une absence de cohérence de tous les politiques qui suivent, parce que comment faire ces réformes que vous appelez de vos voeux, mais il faut de la longueur. Vous voyez, les Allemands gardent leur chancelier 16 ans. Une volonté politique. Et une volonté politique. Pas de volonté ni de courage politique. Mais il faut des changements de cap permanents. Oui, voilà. Allez, petite pause, on continue ce débat qui est passionnant sur l'avenir politique de notre pays, sur CNews et sur Europe 1. C'est la faute de ça. À tout de suite.